L'affaire de la partie 1 du Conseil. Messieurs, c'est ma tâche triste de vous informer que Sa Majesté la Reine Élisabeth II est décédée jeudi 8 septembre 2022 au palais de Balmoral. Je propose que lorsque des affaires nécessaires auront été transactionnées, le ministère constitué de Sa Majesté, Son Altesse Royale, l'archevêque de Canterbury, de York, le Premier ministre, le écrivain du Conseil et moi-même informeront le roi que le Conseil est assemblé. Je demande maintenant à l'huissier du Conseil de lire le texte de la proclamation. Dieu Tout-Puissant a appelé à lui la reine Élisabeth II de mémoire glorieuse, qui avait la couronne de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et qui la transmet au roi Charles Philippe George. Nous, temple de ce territoire, et la Chambre des communs, ainsi que l'autre conseil de Feu Sa Majesté et de tous les territoires de Londres et autres, comprenons d'une seule voix et publions et proclamons que le prince Charles Philippe Édouard George est maintenant, de par le décès de Feu la Souveraine, de joyeuse mémoire, devient Charles III par la grâce de Dieu du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de ses autres territoires, roi du Commonwealth, défendeur de la foi, auquel nous prêtons allégeance et foi, de par le roi, par lequel les rois et les reines règnent, et nous souhaitons à Sa Majesté de longues années. Que Dieu sauvegarde le roi. Maintenant, j'invite ceux qui sont sur la plateforme à signer cette proclamation. Cette cérémonie de proclamation. Et vous suivez donc en direct cette cérémonie de proclamation, le moment officiel où le roi Charles III est investi de sa fonction. Camilla, qui est en train de signer ce registre juste après William, tout est très millimétré, Patrick, tout est très prévu, anticipé, dans le détail. Je crois qu'on assiste à l'instant le plus formel qu'il soit dans l'histoire britannique, avec en plus on aimerait bien savoir ce qui se passe dans l'esprit du prince de Galles, William, qui, dans quelques années, eh bien, sera à la place du roi Charles III, qui lui-même patiente quelque part dans le palais Saint-James. Mais vous avez vu que tous les anciens premiers ministres étaient là, que la première ministre actuelle, Liz Truss, est en train de signer en ce moment même. Mais oui, c'est quelque chose d'ancestral qui est donné à voir pour la première fois de l'histoire à la télévision. Caroline Pigozzi, bonjour, merci de nous avoir rejoints. On est ravis de vous accueillir. Un grand reporter, auteur notamment de Pourquoi eux, ils ont fait notre époque aux éditions Plomb. On est là dans ce que l'Angleterre sait faire parfaitement, cette vie de la famille royale, la monarchie, le protocole. Je parle à voix feutrée parce qu'on a l'impression d'être dans le palais, finalement. Oui, oui, on y est. Et pour une fois, heureusement, il n'y a pas de portable. Vous voyez ce qui change. D'habitude, tout le monde photographie tout le monde. Et là, c'est assez élégant parce qu'il n'y a pas de portable. Et vous avez raison, c'est élégant et c'est exactement peut-être ce qui nous fascine dans cette famille royale et dans cette monarchie.
Oui, bon voilà, nous sommes dans le noir et le rouge. Nous sommes dans la dignité, la solennité absolue. En effet, un silence, pas de portable. C'est soudain ce monde d'hier et ce monde d'aujourd'hui qui se réunissent, puisque Liz Truss est là, mais elle s'est alignée. Une Liz Truss qui n'a pas été, quand elle avait 18 ans, très monarchiste. Je pense que Elisabeth a su ce qu'elle avait dit contre la monarchie. Et c'est tout à fait étrange, en fait, ce moment de bascule où la reine, dans ses derniers jours, accueille une première ministre vraiment, fondamentalement, qui dans sa jeunesse était ultra-gauchiste et ultra-anti-monarchie. Bien sûr, maintenant, elle est conservatrice. Ce moment est délicieux. On voit aussi un Bojo, un Boris Johnson, qui bizarrement se place en star. Il est au milieu, au premier rang, et il a l'air heureux. L'homme évincé a l'air heureux, comme si toutes les tensions s'apaisaient, comme si Elisabeth régnait encore sur cette atmosphère, comme si la reine était dans un prolongement de bienfaisance et de bénédiction, et une Camilla dans une dignité et une beauté qui montre, je pense, qui est en train d'annoncer, de préfigurer à quel point elle sera digne et qu'elle sera la meilleure alliée de Charles. Le Conseil d'accession qui est réuni. Les 8 ordres du Conseil ordrent la proclamation afin qu'elle soit publiée dans des suppléments de spécialistes à Londres, à Édimbourg et à Belfast, dans les gazettes. Et 2, proclamons que Sa Majesté, le roi Charles III, est donc roi. 3, dirigeons les héros du roi et des armes à proclamer au balcon de Saint James que Sa Majesté Charles III est roi. 3, le maire dirigeant et les communs de Londres assisteront à l'échange royal afin de proclamer Sa Majesté le roi Charles III. 5, dirigeront le secrétariat d'État de la défense de Sa Majesté afin qu'il dirige les coups de canon qui seront tirés à Hyde Park lorsque Sa Majesté sera proclamé. 6, constable dirigeant de la ville de Londres dirigera les coups de feu tirés à la tour de Londres dès que Sa Majesté sera proclamée. 7, dirigeront le secrétariat d'État de Sa Majesté pour l'Écosse de proclamer Sa Majesté le roi Charles III afin que cela soit publié en Écosse. 8, le Conseil de l'horloge fera circuler des lettres pour que soit proclamé Sa Majesté Charles III, et ceci est approuvé par nous et conclut l'activité de cette partie du Conseil. J'invite maintenant les partis députés à m'accompagner pour accompagner le roi dans la chambre du Conseil. Voilà, c'est officiellement fait. Le Conseil d'accession a donc proclamé Charles III roi. Il va y avoir ensuite toutes les étapes qui viennent de vous être détaillées. Fascinant de se glisser dans les arcanes de cette monarchie. Le roi, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On va le voir dans les toutes prochaines secondes. Qu'est-ce qu'il a dans la tête à ce moment-là? Ça fait tellement longtemps qu'il savait que ce jour arriverait. Et on peut imaginer, c'est très difficile de se mettre dans la tête d'un homme qui devient roi après le décès de sa mère. On peut imaginer que c'est en effet l'aboutissement d'une vie, l'aboutissement d'un destin, et puis surtout le début d'une nouvelle ère. Il est, à mon avis, beaucoup plus tourné vers l'avenir que vers le passé, même si le passé proche est extrêmement douloureux pour lui. On l'a vu, les yeux perlés de larmes dans sa voiture lorsqu'il a quitté Balmoral. Là, il est au fait, j'allais dire de sa gloire, mais il est au fait du début de sa nouvelle vie, du reste de sa vie, du reste de sa nouvelle vie. Moi, j'ai été frappé par le visage de William, extrêmement sérieux, extrêmement fermé, qui lui aussi comprend que maintenant il change d'air. Il n'est plus
troisième héritier dans l'ordre de succession. Il est l'héritier. Il est l'héritier d'un homme qui a 73 ans, pardon. Donc c'est aussi pour lui un nouveau costume à endosser. Il va devoir tracer un avenir aux côtés de son père, l'accompagner, l'aider, le soutenir et faire en sorte que ce règne se passe le mieux possible avec l'écrasante mémoire d'Élisabeth II qui va de toute façon marquer les premiers mois. Chaque événement de Charles, on va en permanence faire la comparaison. On l'a fait avec le bain de foule, on va le faire dès ses prochains discours. Caroline Pigaudy, dans les toutes prochaines secondes, le roi Charles III va donc arriver, on va le voir officiellement proclamé. On a entendu plein de choses depuis quelques heures, depuis quelques jours. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il saura faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, c'est pas comme s'il venait d'un autre monde, vous voyez. C'est pas comme s'il était catapulté depuis qu'il est né. Il entend parler de ça. Il a été dans les bonnes écoles, les bons collèges. Il a eu les bons précepteur. Enfin, après l'été, il a fait les sports qu'il fallait. Il a joué au polo. Enfin, je veux dire, c'est son univers. C'est pas non plus. Je pense qu'il est en plus sûrement très instinctif et il a des idées parce qu'il a eu le temps d'y penser. Et puis il a des convictions. En plus, il est soutenu par la femme qu'il aime parce que tout ça est assez romanesque aussi. Et moi, je pense que ça va très bien se passer. Enfin, ça se passera. Je vois pas pourquoi il y aurait des choses inattendues, vous voyez, dans un pays qui en même temps est à la fois légitimiste et très démocratique. La salle est en train de se vider. Patrick, on va peut-être rappeler, résumer ce qu'on vient de vivre avec toutes ces personnalités politiques, ces anciens premiers ministres qui étaient présents dans ce palais Saint-James pour cette première étape. Témoins, je vais essayer de me souvenir de tous. On a vu dans l'ordre Tony Blair, Gordon Brown, on a vu Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, John Major également. Ça fait beaucoup de monde et une partie de l'histoire, en fait, il faut remonter jusqu'à Margaret Thatcher qui a disparu il y a une dizaine d'années, qui était témoin et voilà, et plus du tout acteur. Et ça change. Il y a toujours cette espèce de façon décontractée d'avancer pour eux, puisque tout est fait pour eux. Et bien là, non, ils étaient simplement témoins de l'histoire devant, puisqu'on a vu cette signature de registre. Ce qui est en plus assez étonnant dans le climat politique actuel, c'est que Penny Mordaunt, qui a pris la parole, a été une des candidates, pas la favorite, mais une des candidates au poste de Premier ministre. Une course qui a été assez femme avec difficile. Le serre-tête noir avec qu'on voyait. Le serre-tête. Vous aviez à côté celle qui est devenue, là aussi, elle n'a pas été proclamée reine consort, mais de fait, c'est le cas, le prince de Galles et également l'archevêque de Canterbury qui, voilà, n'ont pas tremblé au moment de signer, mais tout de même. Donc on attend de voir, parce qu'on nous a dit que cette cérémonie allait être filmée jusqu'au bout. Bien, on attend la suite avec beaucoup d'impatience parce que voilà, on découvre tout simplement tout ce qu'on savait jusque-là. C'était en lisant les livres. Cette fois, on a les images. C'est ça, et c'est une première. Et Elisabeth, un de ses biographes, Charles disait « Ma vie a été programmée pour cela depuis le début, programmée pour qu'un jour arrive, cette journée, arrive ce palais Saint-James et cette officialisation ». Il a vécu toute sa vie comme cela, dans l'attente et dans l'ombre de ce jour. Absolument. Alors c'était un petit garçon et un jeune homme qui était résumé par sa posture. Il avait les mains dans les poches, le dos voûté, le menton rentré, les oreilles un peu décollées. Là, on a assisté à la métamorphose absolument féerique d'un homme qui devient d'une beauté royale. Mais c'était un adolescent complexé. Et comment ne pas l'être quand le père, lui aussi très traumatisé, Philippe d'Édimbourg, a connu une enfance tragique sous le nazisme. Il est propulsé, lui, ce premier-né, il sait qu'il va être l'héritier. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et le poids qu'il a apporté, c'est d'une part ce père absent et un peu cabossé, Philippe, et d'autre part cette femme extraordinaire qui est sa mère. Comme tout petit garçon, il a un complexe d'Édipe immense. Mais que dit ce complexe d'Édipe en l'occurrence? C'est-à-dire cette relation de Charles à Élisabeth. Il dit la chose suivante, ce complexe. Il dit « La femme que j'aime le plus au monde, à savoir ma mère, est celle dont je désire le plus intensément la mort. » C'est ça le poids shakespearien, le poids essentiel, la corbeille de naissance de Charles III, petit prince. C'est-à-dire que c'est une ambivalence impossible à vivre. Je veux la mort de celle que j'aime le plus au monde. C'est comme ça qu'il devient un petit garçon excessivement tourmenté. Je vous redonne la parole à tous, on continue à décrypter. On revient peut-être sur le direct, Patrick, avec tous les invités qui ont repris place dans la salle du trône a priori et qui se sont... Alors, je vous parlais il y a 5 minutes, puisque vous m'interrogez là-dessus.
et je vous disais qu'on assistait à l'instant le plus formel qui soit, je crois qu'on monte encore en gamme. Les téléspectateurs comme nous découvrent ce trône qui est toujours aux initiales de la reine Elisabeth. Mais voilà, c'est comme si on assistait au sacre de Napoléon 200 ans plus tard. C'est incroyable avec cette signature. On imagine qu'il y a à la fois le trône et le siège devant pour pouvoir signer ou contre-signer tout cela. Donc l'arrivée en majesté à venir du roi Charles III. Et on retrouve Tony Blair, Boris Johnson et ses premiers ministres. Avec les micros en plus qu'il n'y avait pas à l'époque de Napoléon. Non, mais surtout ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas la parité. Hein. On ne peut pas dire, là, les femmes, il y en a très très peu. Mais ce sont elles qui prennent la parole. Vous avez mais aujourd'hui, c'est frappant de voir que tout à coup, on n'aurait pas remarqué ça autrefois. Enfin, il y a quelque temps, là vraiment, il y a très peu de femmes. Les messieurs en noir, oui. Comment ? Beaucoup de messieurs en noir, pardon. Ah ben ça, oui, tout le monde a adopté le même uniforme. On assiste à un événement qui existe depuis plus de 1000 ans. C'est ça qui est fascinant, en fait. C'est qu'on va assister à la signature d'un document dont les premiers exemplaires, quelque part, remontent au Moyen-Âge, comme le disait Patrick, et même un peu auparavant. Cette cérémonie date de l'époque des chefs de clan, où en effet les chefs de clan devaient reconnaître ce nouveau roi, puisque l'Angleterre est un pays où les gens ont beaucoup de fierté, et les chefs de clan notamment, on le voit par ses nombreux châteaux et ses nombreux fiefs. Mais on est quand même sur quelque chose d'unique, qui n'a jamais été montré, qui dépasse tout le cadre politique. On voit tous ces hommes politiques qui ne font que passer. Elisabeth II a eu 15 premiers ministres. On les voit là d'ailleurs. Était la 15e. Mais en fait, ils sont, comme le disait Patrick, ils sont derrière le cordon rouge, ils sont derrière l'histoire. Ils sont téléspectateurs, ils sont témoins, quelque part au même titre que nous. David Cameron ici. Vous avez vu David Cameron qui regarde juste avant le très austère Gordon Brown, qui avait les yeux écarquillés en regardant ce trône, qui encore une fois, ce palais ne sert que pour, entre le balcon et ce trône, ça ne sert qu'une fois qu'un monarque ou une monarque meurt et qu'un autre est proclamé. C'est incroyable. C'est fascinant ce qu'on vit, parce qu'on est donc dans un lieu qui ne sert qu'à cela, Patrick vient de nous le dire. On découvre ce trône qu'on ne connaissait pas. On a l'impression d'être dans une série, quasiment. Et en fait, on est dans l'histoire de la monarchie, dans l'histoire de la famille royale. On est au cœur de l'histoire. On est à cette bascule subtile entre l'ancien monde que paradoxalement le roi représente, parce qu'à 73 ans, il a connu l'ancien monde, et le nouveau monde, cette Liz Truss, tous ces gens, tous ces politiques, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc évidemment, très paradoxalement, ce couple royal, Camilla et Charles, sont à la bascule exacte de l'ancien et de le nouveau monde. Et là, on est à la fois dans une cérémonie totalement historique, on a le rouge et l'or, en effet, et il y a quelque chose de moderne que je ne saurais déterminer immédiatement, mais quelque chose de l'ordre, oui, du 2.0 quand même. On n'oublie pas que le compte Twitter de la famille royale propose de regarder ça en direct en streaming. Vous voyez, streaming, ça n'existait pas forcément en 1952. Donc on a ça, et je rappelle aussi que le communiqué annonçant la mort d'Elisabeth II a été publié sur Twitter, pour commencer. Ce qui est fascinant avec la monarchie britannique, c'est qu'ils ont réussi à rester totalement institutionnels, dorure et velours rouge. Et en même temps, Elisabeth II est la première chef d'État à envoyer un email en 1975 ou 77. C'était une application militaire. Elle a visité, elle a appuyé sur le bouton Enter. C'est la première personne, alors qu'on l'imagine toujours un peu avec ses petits bibis très très enfermés, ses sacs et ses petits chiens. Non, non, ils ont toujours su. Elle a pris son premier avion à 20 ans et elle a eu une page Facebook quand elle en avait 80. Enfin, il y a quand même ils arrivent à suivre le siècle tout en gardant ces instants totalement uniques, totalement historiques, où tout le siècle s'arrête pour regarder quelque chose qui ne bouge pas et ne bougera pas si tout veut continuer ainsi sur les prochaines décennies. C'est étonnant. Le fait aussi d'être à la tête de l'Église ça joue aussi pour ce qui est des traditions. Enfin, c'est un poids très lourd. Finalement, elle est l'égale, par exemple, du pape dans sa religion. Donc, maintenant le nouveau roi. Donc, ça crée quand même. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y a les papiers, les documents du divorce d'Henri VIII sont dans la Bibliothèque Vatican. Effectivement, c'est une pression supplémentaire. Tous ces anciens premiers ministres, Tony Blair, Boris Johnson, Theresa May un peu plus loin, qui sont tous là pour assister, pour attendre l'arrivée du nouveau roi, officiellement roi depuis quelques instants, nommé par le Conseil d'accession. On est en train de vivre les coulisses de la monarchie. Vous découvrez cette salle si vous nous rejoignez à l'instant. On est au cœur du palais Saint-James, palais qui ne sert
cas-là, nous rappelait Patrick il y a un instant, ce qui est quand même assez fascinant de se dire qu'il y a un palais qui ne sert qu'à l'officialisation du roi. On l'attend dans les toutes prochaines minutes. Ça y est, là, dans la tête de Charles III, tout bascule, les responsabilités sont totales, sa vie a changé. Sa vie a changé et le fait de s'asseoir, voilà. Alors évidemment, il y aura le sacre, le couronnement, mais d'ici, voilà. On dit plusieurs mois, peut-être un an. Alors, nul ne sait. Quelques mois. Là-dessus, ce sera au moins 6 mois minimum. Ouais. Ça prend énormément de temps. Puis lui voulait changer la cérémonie du couronnement. La cérémonie du couronnement était quelque chose de très, très antédiluvien dont le déroulé se déroule dans des livres aux éditions très très anciennes. C'est très compliqué. Il y a toute une partie cachée qui est justement la partie sacrée, la partie qui fait appel aux religieux, où Élisabeth II a été oint par l'huile du Jourdain. Charles, à un moment, évoquait l'idée à titre privé de ne pas sacrifier à cette tradition. Alors, lors de son discours hier, il a réaffirmé qu'il était le chef de l'Église anglicane, ce qui est très important, puisque auparavant, lorsqu'il était prince de Galles, il se définissait comme chef. Enfin, il espérait, il appelait à la discussion entre les religions. C'est quelqu'un qui, dès 1990, a expliqué que les différentes communautés religieuses devaient se parler, devaient communiquer, et qu'il espérait lui être le défenseur de toutes les foi. Et donc, il y a eu un moment une inquiétude auprès de certains hommes en gris très très installés dans la monarchie et qui ne veulent pas que les choses changent, en imaginant que le prince Charles ne serait pas sacré ou ne serait pas oint ou ne serait plus en contact avec Dieu, que cette fonction qui est une fonction religieuse qui est donnée par Dieu quelque part au départ, c'est là aussi le fait que la fascination que peut exercer la monarchie, Dieu ne serait plus impliqué dans ce futur couronnement. Donc ce couronnement aura lieu, on l'espère, de quelle manière on ne le sait pas, et à mon avis pas avant un très long moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, et ce sera le couronnement de Charles, décidé par Charles et à sa manière à lui. Je pense qu'il a gagné la première manche. La porte est en train de s'ouvrir, on va avoir le temps de commenter tout cela, évidemment. Ces images inédites, historiques, on va voir progressivement entrer les différentes personnes. La première ministre, l'archevêque de Canterbury. L'archevêque de Canterbury qui a fait une partie de sa carrière en France. Il était chez Elf. Il a passé longtemps avant d'entrer. Et si vous voulez tous les détails, le laquais qui a ouvert les portes, c'est celui qui a amené le panneau sur les grilles de Buckingham. Pardon, des fois on se raccroche, je reconnais ses cheveux et ses petites bouclettes. C'est lui qui avait apporté le panneau et le faire-part de... Camilla, absolument parfaite, dans une élégance stricte. Et Charles III, le roi, qui va donc s'exprimer dans toute la gravité, la solennité du moment. Activité de la partie 2 du Conseil. Votre Majesté, je vous invite à faire votre déclaration. Mesdames et messieurs, chers lords, c'est mon devoir le plus triste d'annoncer la mort de ma mère bien-aimée, la reine. Je sais à quel point toute la nation, et j'ose dire le monde entier, m'accompagne dans cette perte irréparable que nous avons subie. C'est une consolation pour moi de savoir toutes ces affections exprimées à moi, à mes frères et sœurs, et cet appui s'étend à toute ma famille face à cette perte. Pour toute notre famille et pour ce royaume et la famille des nations qui y appartiennent, ma mère a donné un exemple de service, et le règne de ma mère n'a pas eu d'égal dans sa durée, sa diversion et sa dédication. Et nous devons être reconnaissants à toute sa vie loyale. Et je suis conscient de cet héritage et des devoirs et des responsabilités de souveraineté qui me sont maintenant transmises. En acceptant ces responsabilités, je ferai de mon mieux pour suivre l'exemple
qui m'a inspiré et selon le gouvernement constitutionnel afin de chercher la paix, l'harmonie et la prospérité des gens de nos îles et des territoires de notre royaume dans le monde entier. Et pour cela, je sais que je serai accompagné par l'affection et la loyauté des personnes qui m'ont amené ici. Et le conseil de leurs parlements élus me guidera dans cette tâche. Je suis encouragé en toutes ces actions par ma femme bien-aimée. J'aimerais ici exprimer que je veux continuer les revenus de l'État et du gouvernement pour le bien de tous en retour du financement souverain qui m'appuie en tant que chef d'État et de nation. Et pour mener à bien cette tâche très lourde qui m'incombe, je dédierai ce qui reste de ma vie à cette tâche et je prie pour que Dieu Tout-Puissant me guide en ses fonctions. Avec devoir humble, je demande la permission de Votre Majesté de publier votre discours. C'est approuvé. En ce qui concerne la sécurité de l'Église de l'Écosse, je comprends que la loi exige que j'ajoute mon accession à la couronne et que je prête serment concernant la sécurité de l'Église de l'Écosse et je suis prêt à le faire maintenant même. Je, Charles III, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de mes autres territoires, et roi, défenseur de la foi, promets et jure que je maintiendrai et que je préserverai l'établissement de la religion protestante véritable selon les lois de l'Écosse et en défense de ses droits par l'acte qui assure la religion et le gouvernement de la religion presbytérienne et dans l'union des deux royaumes avec la discipline, le gouvernement, les droits et les privilèges de l'Église de l'Écosse. Que Dieu soit avec moi. Maintenant, je vous invite, Majesté, à souscrire aux 2 copies qui confirment que votre serment a été prêté. Voilà, on suit en direct cette cérémonie de proclamation. On en est à la 2e étape avec cette expression, vous l'avez suivi en direct, de Charles III, officiellement roi. Désormais, il est en train de parapher, de signer. On voit que tout va. Il y a des aléas, hein. Il faut tout ajuster, mais il se fait comprendre. C'est le roi. Vous avez vu, pour tremper la plume dans l'encrier, vous avez vu la taille de ces documents. Là encore, on est dans quelque chose d'ancestral. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas changer. Ça fait plaisir. Ça en fait partie, mais il y a quand même ce petit geste. Et on y retourne. Les témoins de Sa Majesté a signé les copies du document. Les témoins de Sa Majesté qui ne sont autres que William et Camilla. Moment de gravité aussi, là, pour William, Elisabeth.
Oui, absolument. William, celui qui a vraiment hérité de tout ce qu'il y avait de mieux chez sa maman Diana et chez son papa Charles, qui a la rigueur de sa grand-mère du reste, et qui ne s'en est jamais laissé compter. C'est le sérieux, c'est l'intégrité et c'est surtout cette loyauté dont parle 2 fois, et voici Camilla, les 2 meilleurs alliés maintenant de Charles, Jérôme, Camilla et William. L'image de Camilla, elle est incroyable quand on sait toute l'histoire de cette femme. C'est l'aboutissement d'une destinée extraordinaire et que personne n'aurait pu imaginer. Je crois que il y a 25 ans, lorsqu'elle apparaît sur le devant de la scène, lorsque Diana meurt, lorsqu'elle est détestée par le monde entier, le Royaume-Uni, elle reçoit des pierres, elle ne peut pas sortir de chez elle, elle vit enfermée pendant de nombreuses années, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, elle est reine consort aux côtés de l'homme qu'elle aime. Et cet homme qui l'a toujours soutenue, qui encore une fois, lors de son discours, dans son 2e discours, rappelle l'importance qu'elle a à ses yeux, rappelle qu'il pourra compter sur elle, qu'elle est encore une fois une part non négociable de sa vie. Pour William aussi, c'est un moment extrêmement fort. Ils sont là tous les trois. Vous avez ces 3 personnes représentent aujourd'hui la monarchie britannique. Au-delà de la reine, c'est eux le futur de la monarchie britannique. C'est une image extrêmement forte que nous voyons actuellement et extrêmement historique. Caroline Pigotti, c'est la vie de ces 3 personnes qui basculent là, en direct devant nous. Oui, mais ils y ont pensé depuis tellement longtemps. Je veux dire, c'est bon, quand on a une mère qui a l'âge qu'elle avait, elle aurait pu mourir 10 ans avant, elle aurait pu avoir un AVC, elle aurait pu, enfin, 1000 choses auraient pu arriver. Et donc, bon, là, il fait ça. Il y a les 9 ducs et pairs du royaume, je pense, il y a tous ces gens-là. Mais, et ce qui est amusant, c'est qu'elle a le collier qu'elle portait il y a quelques années, au moment il y avait une autre cérémonie. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi être tellement surpris. Enfin, tout se déroule. Selon le protocole, c'est quand même une chose très lourde, le protocole en Angleterre. Et on est en train de le voir. Et quand la reine d'Angleterre était venue en France, invitée par Jacques Chirac, au dîner, il y avait un petit papier, on expliquait ce que chacun devait faire ou pas faire, ne pas porter ses décorations ou les porter. Enfin, vous voyez, tout ça était très codifié. C'est quand même un univers, celui-là, très codifié. C'est le dernier, beaucoup plus que l'espagnol, que les autres royautés. Première ministre d'Écosse. Première ministre d'Écosse qui, elle aussi, parle tout cela. Oui, Jérôme ? Donc justement, par rapport à l'Écosse, moi je me posais la question pourquoi la protection de l'Église écossaise, qui est en fait l'Église la plus indépendante, l'Église protestante la plus indépendante du Royaume-Uni. Et donc ils reconnaissent que partiellement l'archevêque de Canterbury, et le privilège de cette indépendance totale doit être confirmé par le souverain au moment de son accession au trône, ce qui est le cas là actuellement. Puis surtout qu'ils sont sous la menace d'un éventuel changement de majorité qui pourrait relancer le processus d'indépendance. C'est l'Écorce en fait du royaume, quoi. Si on voulait faire des parallèles, on peut dire ça. Oui, j'étais frappée par la récurrence lexicale de 2 mots. Loyal. Il a même prononcé 3 fois le mot loyal. C'est-à-dire que ce nouveau règne va être placé sous le signe de l'intégrité et de la loyauté. Il a redit la continuité de l'amour de sa mère. Il a redit finalement que lui aussi prêtait serment à vie, au fond. Donc c'est vraiment une dynastie d'une vie entière. C'est aussi le signe du sacrifice. Et il a reparlé 2 fois dans le discours, est revenu le terme exemple. C'est-à-dire nous devons donner l'exemple. Et on écoute la suite de cette cérémonie. Le Conseil doit-il autoriser que votre proclamation soit publiée? Oui, c'est approuvé. En ce qui concerne la sécurité de l'Église de l'Écosse, permettez-vous qu'elle soit transmise et enregistrée dans le livre des déclarations et de l'Écosse et au registre du Conseil approuvé. Le brouillon de l'ordre du Conseil qui détermine la forme de la proclamation de Votre Majesté dans les territoires et les territoires d'outre-mer de Sa Majesté approuvé. De l'ordre du Conseil qui autorise le Lord Chancelier d'utiliser le grand sceau pour imposer le sceau pour toutes les choses qui requièrent le sceau jusqu'à ce que ce sceau soit changé. C'est approuvé. Que le Conseil autorise d'utiliser le sceau existant jusqu'à ce qu'un autre sceau soit préparé et autorisé. Approuvé. La rédaction de 3 ordres autorisant le secrétaire
secrétaire d'État de Votre Majesté, le chancelier des Finances, à utiliser le sceau existant jusqu'à ce que d'autres sceaux soient préparés et autorisés. Approuvé. Rédiger un ordre du Conseil qui autorise le secrétariat d'État de Votre Majesté pour l'Irlande du Nord d'utiliser le grand sceau de l'Irlande du Nord jusqu'à ce qu'un autre sceau soit préparé et autorisé. Approuvé. Rédiger l'ordre du Conseil qui autorise le Premier ministre de l'Écosse de Votre Majesté d'utiliser le grand sceau de l'Écosse jusqu'à ce qu'un autre grand sceau de l'Écosse soit préparé et autorisé. Approuvé. Rédiger l'ordre du Conseil autorisant le Premier ministre du Pays de Galles de Votre Majesté à utiliser le sceau du Pays de Galles existant jusqu'à ce qu'un autre sceau soit préparé et autorisé. Approuvé. Rédiger l'ordre du Conseil qui autorise les sceaux publics et le respect des sceaux publics utilisés ailleurs qu'au Royaume-Uni, afin que ceci soit utilisé jusqu'à ce qu'un nouveau sceau soit préparé et dûment autorisé. Approuvé. Rédiger un ordre du Conseil qui confirme les souhaits de Votre Majesté concernant l'acte du 2011 concernant les revenus, y compris l'État de la Couronne, pour le gouvernement et le bien de tous, et le retour du financement permettant votre activité de chef d'État. Approuvé. Rédaction de 2 proclamations. Premièrement, marquer le jour de Sa Majesté, du décès de Sa Majesté comme jour férié, et en Irlande du Nord, au Pays de Galles et au Royaume-Uni. Deuxièmement, en Écosse. Et approuver aussi les grands sceaux. Maintenant, j'invite Votre Majesté à signer les 2 proclamations. Et voilà, on suit ce protocole millimétré, seconde après seconde. Vous vivez en direct l'histoire qui est en train de s'écrire. Le nouveau roi, Charles III, qui va de nouveau signer ses textes officiels. Et il y a derrière, très intéressant à regarder, William, vous le disiez, Elisabeth, très concentré. Oui, très concentré. Peut-être se dit-il qu'un jour, il devra aussi faire la même chose. Alors, il a été en prépa prince, hein, comme on dit, prépa Sciences Po, toute sa vie. Hein. Il est né avec ce souci, parce que c'est forcément un souci. Nous, on regarde ça comme un privilège et un souci. Et oui, il est prêt, William. Comme on disait tout à l'heure, il a tous les atouts des Windsor, voilà, il a celui des Spencer. Me permet pour cette deuxième étape qui est donc en train de se terminer. Le roi sort, William également, Camilla également. On a donc vécu cette deuxième étape de cette cérémonie de la proclamation. On va écouter la suite. J'invite les témoins du serment de sortir par la galerie indiquée. Alors ce n'est pas fini, hein. La salle va effectivement se vider, mais il y a encore des étapes, Patrick, des étapes importantes, symboliques à venir. Ah, mais c'est surtout à midi, pour nous, cette proclamation depuis le balcon. On connaît désormais le casting, puisque les 2 personnes qui vont proclamer, non pas les résultats, mais le fait que Charles III est bien le roi, c'est d'abord David White. Je vous interromps, on réécoute et on revient vers vous. Bien sûr. Je vous invite à signer la proclamation qui se trouve dans le couloir du fond. Merci d'avoir assisté à cette cérémonie aujourd'hui. Voilà, la cérémonie qui est en train de se terminer progressivement avec ce point d'orgue à 12h. Vous restez évidemment avec nous parce que ça va être un moment crucial. Tous ces anciens premiers ministres, avant de vous redonner la parole, un petit mot peut-être sur eux, toutes ces personnalités extrêmement importantes qui nous rappellent aussi la longévité qu'a eu la reine. La longévité et aussi cette particularité qu'a la Grande-Bretagne d'être quand même une société de caste, parce que vous avez vu des conservateurs, des travaillistes qui s'écharpent
à longueur de semaine à la Chambre des communes, un peu moins à la Chambre des Lords, ça se voit moins, mais ils ont tous fait Eton ou Oxford ou Cambridge. Ils se connaissent parfaitement, ils ont la même génération, ces hommes, pour beaucoup quand même. Vous voyez que on se plaint de la classe politique française, mais la Grande-Bretagne n'a pas forcément de leçons à nous donner, même si la première ministre est une femme et que vous avez entendu Penny Mordaunt qui a été maîtresse de cérémonie en quelque sorte. Mais effectivement, c'est toute la haute caste de la Grande-Bretagne qui est là. Et cette haute caste va se retrouver réduite à l'état de spectatrice parce qu'à midi, effectivement, après avoir signé, vous voyez Nicola Sturgeon, l'Écossaise, qui signe, elle va se retrouver à écouter donc le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Ça y est, là, on repart. David White, vraiment David White qui sera accompagné par le duc de Norfolk, qui est aussi comte maréchal. Il s'appelle Edward FitzAlan Howard. Et puis, vous aurez les coups de canon. Et vous allez me dire, pourquoi 41 coups de canon? Dites-nous donc, Patrick, pourquoi 41 coups de canon? Allez, repartons encore plus loin dans l'histoire. Ça a été décidé par une ordonnance en 1831 de fixer à 41 coups de canon chaque salut royal, notamment lorsque c'est tiré depuis un parc royal ou depuis la tour de Londres. Il se trouve que au départ, on tirait 21 coups de canon lorsque un navire britannique arrivait dans un port étranger. Pourquoi? Parce que la plupart des navires britanniques, à la Renaissance, on va dire, avaient 7 canons. Et pour montrer qu'ils arrivaient sans volonté de faire la guerre dans ce port étranger, eh bien, ils vidaient leurs munitions. Ils tiraient chacun 3 obus, ça faisait 3 boulets de canon, ce qui faisait 21. Et puis on s'est dit que c'était pas tout à fait assez, donc on est passé à 41. Donc il n'y a pas comme hier 96 comme 96 ans, c'est que depuis 1831, lorsqu'il y a un salut royal à faire, eh bien on tire 41 coups de canon à 10 secondes d'intervalle. Il suffit d'aller sur le site très bien fait de la British Army pour le savoir. Ah bien voilà, merci, vous l'avez fait pour nous, c'est parfait, je vous en prie. Est-ce que le duc de Norfolk n'est pas catholique? Je crois. Si vous commencez à ouvrir la page du savoir, Patrick, vous risquez d'avoir des questions. On a juste fait remarquer que quasiment tous les clubs de football et les clubs de tennis sont passés sur leur compte Twitter, leurs réseaux sociaux en noir, sauf le Celtic de Glasgow. Ah, c'est intéressant. Et je me permets on va continuer évidemment, je vous permets de décrypter ce que vous voyez à l'image. Vous avez à l'intérieur ce serment qui est signé par tous ces officiels, ces lords qui ont participé à cette cérémonie. Elle va se poursuivre, la cérémonie, à l'extérieur. Ce sont les images que vous voyez également avec ces gardes qui sont en train de se mettre en place. Il y aura ce fameux discours au balcon qu'on évoquait à l'instant, la proclamation avec le roi... Comment on dit, Patrick? Charles III. Le roi Charles III et le roi des armes. Ah, le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Voilà, comme ça, on sait tout. C'était beaucoup plus sobre, hein, de toute façon, cette histoire-là. On est vraiment dans un univers politique. Il n'y a pas de toilette à commenter, il n'y a rien à commenter. Et le discours de proclamation a été très succinct, comparé à celui d'il y a 2 jours, qui était merveilleux et qui était une espèce de prise d'entrée en fonction véritable. Là, il était très stressé, j'ai trouvé, Charles. Très stressé et très raccourci, oui. Et comme on ne reste jamais sans réponse sur BFM TV, on me susurre dans l'oreille que le duc de Norfolk est... catholique. Eh ben voilà, bravo, c'est exactement l'information que j'allais vous donner grâce à Olivier Prudhomme dans mon oreille. Jérôme. Et c'est le premier duc du royaume. Ah ben voilà, on apprend des choses ce matin. C'est l'organisateur des cérémonies, des funérailles d'Élisabeth II. C'est lui qui est en charge, sa famille est en charge depuis l'actuel 18e duc de Norfolk est en charge de toutes les cérémonies funéraires concernant le décès d'Élisabeth II. Donc c'est un personnage central, pivot, très important qu'on va retrouver tout au long de la semaine. Parmi les petites anecdotes, l'ordre de la Jarretière est l'ordre le chevalerie le plus ancien et le plus prestigieux de Grande-Bretagne. Il y a 24 membres, c'est une entrée extrêmement limitée. L'une des dernières personnes à y avoir été intégrée, c'est Camilla. C'est arrivé en même temps que le moment où la reine a exprimé son souhait qu'elle soit reine consort aux côtés de son fils. Donc là aussi, on est toujours dans ce mélange de tradition et de modernité. Voilà, c'est la monarchie britannique en marche. Passionnant parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux qui est David White, que vous verrez au balcon dans un instant. C'est dans une quinzaine de minutes à peine qu'il y aura cette proclamation qui sera le point d'orgue de cette cérémonie. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Vincent. Quelle intelligence. Jérôme. Pardon, bon, appelez-le Vincent, mais il ne s'offusque pas. Je suis désolée. Jérôme, quelle intelligence de la part de la reine, quelle préscience, quel flair, quelle intuition, il y a 2 ans, que d'enfin adouber
Camilla, la détestée, la mal-aimée, la revanche de la mal-aimée, parce que finalement, on se demandait si elle allait abdiquer au profit de William. Il y a eu des moments de suspense terribles. On s'est demandé, est-ce que finalement la reine ne va pas abdiquer, même si elle a promis cette éternité de règne? Ah si, il y avait un doute. Et en plus, les sondages étaient si mauvais concernant Charles, qu'on s'est dit, William et Kate, le couple parfait, madame et monsieur parfait, peut-être vont prendre la place, en anticipant un coup d'échec, de Charles. Eh bien non, elle s'est reprise et l'an dernier, en février je crois, Jérôme, Oui, elle dit Camilla sera reine consort. Elle revient de loin, Camilla. Mais son destin C'est la fascinant. vertu de la patience. Absolument. La vertu de l'amour. Et de aussi. l'obstination. Non, c'est la vertu de l'amour. C'est Oui, un couple qui s'aime depuis pratiquement plus de 50 ans. Comme On dit que l'a c'est leur premier amour. Mais oui, C'est pas- 23, non, 24 c'est- ans. Non, Pas pour non, lui, mais- c'est pas pour lui, puis pas pour elle non plus. Parce Non, elle qu'elle- s'était mariée. parmi les raisons qui ont fait qu'elle n'a pas voulu se marier, c'est qu'elle n'avait pas la carte. Elle avait déjà vécu, c'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Et puis elle était mariée avec Monsieur Parker Elle Bowles. s'est mariée après avoir rencontré le prince William avec Andrew Parker Bowles. Voilà. Pas par désespoir, mais parce qu'elle le trouvait très beau, très charmant. Andrew Parker Bowles, c'était un flamboyant écuyer de la garde. Donc voilà, c'était quelqu'un qui portait très beau. Camilla ne voulait pas rentrer dans le système monarchique, dans la broyeuse institutionnelle. Elle était certes amoureuse de Charles, mais elle sentait aussi qu'elle n'avait pas la carte. Quand on voit le pédigré de Diana et le pédigré de Camilla à la même époque, c'est pas du tout la même chose. Diana venait de la famille Spencer, qui est une très grande famille ancestrale, qui possède de somptueux domaines, alors que Camilla, elle aussi, vient d'une grande famille, mais elle avait beaucoup plus vécu. Et donc, elle sentait qu'elle allait de toute façon se faire attaquer déjà à l'époque par une partie de la presse, si jamais elle se présentait au bras de l'héritier du trône. Intelligence de Camilla, on parle de l'intelligence d'Élisabeth, de la reine. Intelligence de Camilla, de sentir qu'elle allait rentrer dans un broyeur d'humanité, dans un rouleau compresseur épouvantable. Et elle disait dans ses lettres à Charles que j'ai pu voir et compulsées pour mon livre Meghan, ou Le désespoir des princesses, elle disait finalement, non, Charles, c'est lui qui voulait absolument l'épouser. Elle lui disait, je ne suis pas faite pour le job. Je n'ai pas envie, ce n'est pas moi, je ne serai pas castée dans ce rôle-là. Quelle subtilité. Incroyable. Et par retournement de situation, puisqu'on le voit à l'image, il y a 25 ans, Camilla Parker Bowles est la femme la plus détestée d'Angleterre, et Tony Blair est l'homme le plus aimé d'Angleterre. 25 ans après, c'est l'un des hommes politiques les plus détestés du royaume. Et Camilla, elle devient reine consort. C'est fou comme le vent peut tourner sur l'amour qu'on porte à ces personnalités iconiques. Est-ce que le peuple britannique a digéré aujourd'hui et aime Camilla? Le peuple britannique est reconnaissant de l'effort fourni par Camilla, de l'obstination qu'elle a eue à vouloir apparaître parfaite, de ne pas se mêler des problématiques familiales, elle est toujours en retrait. On sait aussi qu'elle est très importante pour Charles parce que c'est l'une des rares personnes à pouvoir le calmer, à pouvoir lui dire ce qu'elle pense directement. Charles est assez éruptif, assez directif, on l'a vu avec cette petite problématique lors de la cérémonie du... Oui, on l'a vu faire sa grimace. C'est le speaker de la Chambre des communes qui a du mal à trouver un stylo avec encore de l'encre, Sir Lindsay. Un problème d'encre à Londres. Ah oui, il n'y a plus de cartouches. C'est très simple. C'est le Brexit. Mais c'est les stylos chics, il y a pas de cartouches, on prend, après ça. Donc elle est très très importante et les Anglais savent que Charles ne fonctionnera pas sans elle et puis toutes ses apparitions ont toujours été, elle a choisi des thématiques très proches, la lecture, les personnes de sa génération, elle est rentrée dans le cercle royal tout doucement, pas à pas, ça a été une reconstruction, ça a été extrêmement long, mais elle a fait un sans faute et elle est toujours en retrait. Il n'y a pas une erreur sur le parcours de Camilla sur ces 15 dernières années. Enfin, donc les Anglais se disent, malgré tout, certes, elle a contribué, selon certains, à l'échec du mariage princier, mais toujours est-il qu'ils sont restés ensemble, que ce n'est pas une passade. On aurait pu imaginer que c'était une maîtresse parmi tant d'autres. Non, c'était son histoire d'amour. Elle a su prendre la mesure de son nouveau rôle, elle a su l'imprégner tout doucement de sa patte, avec toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de simplicité, une bonhomie, une bonne humeur, une affection, une chaleur, une empathie immédiate. Il y a beaucoup d'humour directement. Aussi. Et comme le prince Charles, elle a énormément d'humour, tout à fait comme c'est ce qui la rapproche d'Élisabeth quelque part. C'est-à-dire qu'on pensait qu'elles étaient aux antipodes l'une de l'autre, elles se sont fait la guerre. Élisabeth ne l'a pas adoubée pendant la période Backstreet, clandestine, et etc. Et en fait, elles se ressemblent. Elles aiment l'équitation, la terre, la campagne. Ce sont des country girls toutes les deux. Il y a quelque chose de rebelle chez Élisabeth qui a toujours été masquée et chez Camilla aussi.
Et au fond, c'est lui qui l'a voulu. C'est Charles qui a fait le pied de guerre pour qu'elle reste, Donc c'est assez flatteur. La condition de Camilla toute sa vie, on lui a dit viens chez les Windsor. Il redit d'ailleurs dans son discours tout à l'heure, il reparle d'ailleurs de sa femme bien aimée et il lui rend dans son affection. Voilà, exactement. Donc c'est un nouvel hommage qui lui est rendu. Je vous donne la reine, vous savez, une de ses grandes phrases, c'était "ça n'est pas convenable". Au final, ça le devient. Vous voyez, comme quoi tout évolue. Ce qui est convenable là, c'est cette cour, c'est ce balcon pratique. Racontez-nous cette cour, parce que là, tout va se jouer dans les toutes prochaines minutes. Cette cour qu'on ne voit jamais, et ce balcon qu'on ne voit surtout jamais ouvert. Le seul balcon qu'on a l'habitude de voir, je le dis en présence de Caroline Pigozzi, c'est celui de la basilique Saint-Pierre. Sauf que là, c'est Habemus Rex et pas Habemus Papam. Mais c'est souveraineté quand même. Oui, et c'est surtout le chef de l'église anglicane. Mais il n'y aura pas de fumée blanche ou aux couleurs de l'Union Jack. Mais encore une fois, voici ceux qu'on appelle ou qu'on appelait les Queen's Guards et qui deviennent maintenant les King's Guards. Vous allez encore voir ces initiales, à moins qu'elles aient été changées dans le souci du détail, puisque maintenant il est proclamé roi, qu'on ait un changement d'initiales. On va vraiment regarder ça au millimètre. Mais encore une fois, il y a ce balcon devant lequel va apparaître dans un... L'image s'élargit, on va voir le balcon légèrement sur la droite de votre image d'ici une poignée de secondes. Exactement, avec semble-t-il, je vois des instruments, le voici. Avec, vous voyez, il y a, et c'est là qu'on revient un peu dans quelque chose de plus naturel, c'est du public. Voilà, c'est-à-dire que les gens, c'est ça qui est un rassemblement. Rock'n'roll quelque part dans l'Angleterre, ce sont ces King's Guard avec le crêpe noir. Vous avez vu tous les officiels, comme je vous disais, cette société de caste. Et puis devant, on voit des gens qui sont en t-shirt, qui vont sans doute lever leur portable pour immortaliser ce moment totalement intemporel où on aura donc un héros, un roi d'armes de l'ordre de la Jarretière qui va proclamer le roi dans tout le royaume. On verra ces images incroyables aussi à Trafalgar Square, dans la City, et puis demain, dans les 4 provinces, de cette proclamation du roi, comme aux temps anciens. Une sorte de liesse populaire après le deuil tragique des derniers jours. Moi, j'ai été frappée que dans le discours très succinct de Charles, il ait enfin été fait mention, ce qui n'était pas le cas il y a 48 heures, de ses chers frères et sœurs. Soudain, il y a une réintégration de la famille, peut-être une réaffirmation tout doucement, pas à pas, de l'autorité des Windsor hommes. Puis c'est très politique de faire ça. Oui. C'est habile. C'est habile, absolument. Mais je pense qu'il est en proie au stress aujourd'hui et c'est pas tout à fait son jour aujourd'hui. C'est une journée, effectivement, c'est une parenthèse en même temps assez compliquée parce qu'on est dans ces 10 jours de deuil, à minima, de la reine. On lui demande hier d'annoncer le décès de sa mère. On est dans un exercice d'intimité totale où on le voit bien, les larmes aux yeux, où il le fait très bien. Aujourd'hui, il doit tout d'un coup devenir roi. Il dit « j'ai profondément conscience des devoirs lourds et des responsabilités qui m'attendent ». C'est tout cela aujourd'hui qu'il vit, même s'il est préparé depuis si longtemps. Tout d'un coup, il y a un moment, ça devient réel. Alors, parce qu'on parle souvent il sera probablement roi de transition. Un roi transitaire, un roi éphémère. Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Les gens vivent 100 ans Absolument. maintenant. Il peut vivre jusqu'à 100 ans. Donc, il pourrait être roi au moins pendant 30 ans. S'il a l'hérédité, et on lui souhaite, de Queen Mame, 101 ans, de son père Philippe, 99. Tout le monde voudrait l'hérédité de la reine. Eh bien, peut-être que William ne va accéder au trône, ou peut-être au même âge que son père le roi. Oui. La transition n'empêche pas en fait l'efficacité. Je pense que il est plus conscient que quiconque de l'importance de faire évoluer la monarchie vers plus de transparence, vers plus d'ouverture au public, vers plus de simplicité, quelque part sans perdre le faste. Donc c'est là aussi un équilibre extrêmement difficile à trouver. Comment va-t-il pouvoir garder toute cette pompe, qu'on a vécu extrêmement lourd, ce protocole, tout ce décorum royal extrêmement lourd, parfois extrêmement pesant, mais qui fait la réussite de la monarchie britannique. Les monarchies suédoises, norvégiennes ou autres sont beaucoup plus simples, il y a beaucoup moins et donc elles sont quelque part un peu moins populaires, un peu moins connues. Là, Charles va devoir, en un temps qui sera le sien, vraiment préparer, faire sortir la monarchie de l'ère élisabéthaine pour la faire rentrer vers l'ère de William. Et donc c'est dans ce sens-là où il sera transitionnel en fait, où quelque part il prépare l'institution pour la laisser dans le meilleur état possible à son fils, qui lui aussi prendra les rênes sûrement pour plus longtemps que lui. Donc, mais en revanche, il devra absolument
se montrer efficace et rapide parce que le temps lui est malgré tout compté et qu'il y a beaucoup de chantiers à faire, beaucoup de choses ont été mises en attente. Ça fait très longtemps qu'il veut ouvrir les palais royaux au public de manière beaucoup plus large, de manière beaucoup plus simple. Ça fait très longtemps qu'il veut resserrer la famille royale. On n'aura plus les 48 membres de la famille royale au balcon pour le Dropping the Color, qui est l'anniversaire, l'un des 2 anniversaires du souverain au mois de juin, comme on avait l'habitude. Ceux qui ont une liste civile. Il n'y aura pratiquement soit ceux qui ont une liste civile, soit vraiment la famille extrêmement resserrée, c'est-à-dire le couple royal, William, le couple princier et leurs enfants, et ça s'arrêtera là. Caroline Pigozzi, il faut s'attendre à voir William, officiellement désormais prince de Galles, beaucoup plus sur le devant de la scène? Je suis pas sûre, parce que moi je pense qu'il a attendu très longtemps pour être roi et qu'il va occuper le terrain et que William, il faut il y a la vertu de attendra sa place aussi. Et non, je suis pas sûre, contrairement à ce qu'on croit. Il aura sans doute les corvées, les choses les moins amusantes, les inaugurations, après tout, et lui fera les choses plus politiques, plus intéressantes, plus factuelles, et puis à son fils les chrysanthèmes, si je puis dire. Alors, je n'irai pas totalement dans votre sens, Caroline, dans le sens où... Alors, je me permets, pardon, je vous interromps, parce que c'est le direct, évidemment. On voit que tout est en train de se mettre en place. Patrick, redressez-nous peut-être le contexte, le décor, ce qu'on va vivre là, maintenant, dans une poignée de minutes. Ce qu'on va entendre aussi, puisque c'est tout à fait prévu, au son des trompettes, eh bien, vous aurez cette proclamation officielle. En fait, elle a été faite, même si désormais c'est télévisé, je pense qu'on ne pourra plus retourner en arrière, mais il faut maintenant l'annoncer au Commonwealth, au Royaume-Uni, et c'est donc pour ça qu'il y aura le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Je suis obligé de relire mes notes à chaque fois parce que le nom est tellement long. C'est David White qui sera accompagné par le comte maréchal qui est le duc de Norfolk, Jérôme. Et on va écouter, ça débute. En fait à l'ennemi avec ce casque de 46 cm de haut. Bon, il se trouve que les troupes de Napoléon avaient le même et désormais on va pouvoir entendre cette proclamation encore une fois au monde que l'Angleterre, le Royaume-Uni et le Commonwealth ont un nouveau roi. Et Patrick, donc on ne nous entendait pas, donc je vous repose cette question que je vous posais. On est dans un lieu unique qui ne sert qu'à ça. Oui, Friary Court, vous voyez, et ce balcon que on ne voit. Alors il y en a un certain nombre des palais royaux, mais c'est vraiment le palais d'État normalement. Tout le monde parle de Buckingham Palace. Alors c'est assez étonnant parce que on a l'impression que personne ne veut de Buckingham Palace, mais il se trouve que tout le monde y reste depuis la reine Victoria, si je ne m'abuse, dans ce palais, et Saint James qui est juste à côté, eh bien est vidé. Il est surveillé. Tout ça est vraiment dans un périmètre très court. Hein. Vous avez Buckingham, le Mall, Downing Street n'est pas très loin, Whitehall, et puis évidemment Westminster. On est vraiment sur 2 km². Mais cette cour de Friary Court et ce balcon ne servent. On a vu cette salle du trône. C'est pareil, et peut-être que les touristes pourront visiter ça de façon plus régulière si le roi Charles bien décide là aussi d'ouvrir. Mais on est dans un moment unique et encore une fois, c'est la première fois de l'histoire que tout ceci est télévisé. Certes,
la dernière fois qu'il y a eu un changement de monarque, c'était en 1952, mais tout de même. Et on va être dans la ponctualité totale, hein. Il est 11h59 et 16 centièmes de seconde. Donc, je vais vous dire que c'est annoncé à midi, la proclamation officielle. Suivront ensuite les 41 coups de canon. Vous vivez tout ça en direct sur BFM TV. C'est une première dans l'histoire. Cette cour qui ne sert qu'à la proclamation officielle des rois. On est en plein dans la vie de cette monarchie, de cette famille royale, moment à la fois d'une gravité totale, d'une solennité totale, et puis ce public qui est là, silencieux, hein. Personne ne parle, pour l'instant, pas trop de bruit. Du raffut, vous, si vous avez et ça commence. Whereas it has pleased Almighty God to call to his mercy our late sovereign lady. Donc, il plaît à Dieu Tout-Puissant, Reine Elisabeth, dont la mémoire est la mort, la couronne de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et revient uniquement au prince Charles, Philippe, Arthur, George. Nous, les lords spirituels et porteurs de ce rôle, membres de la Chambre des communes, avec d'autres membres du Conseil de la Reine et représentant les royaumes et territoires, citoyens de Londres et autres parties, de ce jour, d'une voix, avec consentement de cœur et de voix, publie et proclame que Prince Charles, Philippe, Arthur, George est à présent, suite à la mort de notre souveraine, devient notre Lord de plein droit, Charles III, par la grâce de Dieu et le Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et des autres royaumes et territoires, devient roi, chef directeur du Commonwealth, défendeur de la foi. Nous lui portons allégeance avec affection, ce Dieu par lequel les reines et les rois règnent, et nous lui souhaitons de nombreuses années de règne. Puisque proclamé au palais de Saint James, ce jour, l'année de notre Seigneur, le 10 septembre 2022. God save the King. Longue vie au roi.
3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hurrah pour Sa Majesté le Roi. Hip hip. Thank you, Royal Marshal, sir.